Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Pour Info, l'émission d'LN24 qui consacre une heure à l'analyse, au décryptage, à l'explication d'un phénomène d'actualité. Deux mots, un concept qui sont revenus en fin de semaine dernière à la une de l'actualité politique. Numéro inami, contingentement. Aujourd'hui, on vous réexplique quelles sont les procédures pour devenir médecin en Belgique et pourquoi ça pose tellement de problèmes. Pourquoi est-ce que le débat s'est autant politisé? Pourrait-on arriver vers un concours éliminatoire en fin de cursus? Dans ce cas-là, qu'en serait-il des étudiants qui auraient réussi leurs études mais qui n'auraient pas obtenu le précieux sésame? On tente de décrypter et de comprendre tout ça ensemble pendant 45 minutes avec des experts et spécialistes. Cédric Hermans, vice-doyen au master de spécialisation et au certificat UC Louvain, ancien membre de la commission de planification. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Face à vous, la présidente de la FEF, Shems Mabrouk, bonjour. Bonjour. Adrien Pironnet, président de la Fédération des étudiants libéraux, bonjour. Bonjour. Et enfin le docteur Cassian Minguet, président du master de spécialisation en médecine générale à l'UC Louvain. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur Hermans, je le disais, vous avez été entre 2015 et mars 2021 membre de la commission de planification. Tout d'abord, pour comprendre un petit peu, cette commission, c'est un organe qui détermine quels sont les besoins en médecine, quels sont les besoins en termes de médecins, en termes d'infirmiers, en termes de dentistes, par exemple. Et c'est en fonction de ces études-là qu'on peut décider combien de numéros IDAMI on distribue? Oui, c'est un peu le but, c'est d'établir un cadastre de toute l'offre médicale qui existe dans ce pays et de s'assurer, d'estimer quels seront les besoins dans un avenir plus ou moins proche et plus ou moins lointain. Ça, c'est le but. C'est quand même un travail extrêmement difficile. Je suis sûr qu'on va en parler, mais c'est pas facile d'estimer les réels besoins et surtout les activités qui sont actuellement prestées par quel médecin ou c'est pas si évident que ça. Pour avoir le cadastre général, James, c'est compliqué aujourd'hui quand on se dit si vraiment on prend le parcours dès le début pour quelqu'un qui sort de Réto, qui se dit je vais me lancer dans des études de médecine, ça ressemble à un parcours du combattant? Oui, ça ressemble à un parcours du combattant. Donc depuis 2017, il y a eu un examen d'entrée. Donc les rhétoriciens ou les personnes qui veulent entamer des études de médecine vont d'abord devoir passer cet examen. Donc il y a toute une série d'épreuves. Il faut avoir la moyenne pour pouvoir ensuite accéder à ces études de médecine. On reçoit une attestation. Et donc c'est des milliers de jeunes qui se présentent chaque année. Et en moyenne, la réussite, elle est évaluée à 20%. Alors certains disent que c'est un examen d'entrée, d'autres que c'est plutôt un concours déguisé qui sert en fait à faire en sorte qu'à la fin, le nombre d'étudiants qui sortent soit équivalent au nombre d'étudiants, au nombre de quotas qui est disponible. La problématique, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas non plus le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas. Quand vous faites cette différence entre examen d'entrée et concours, c'est quoi? Le concours, il a ce côté beaucoup plus contraignant et il vient sanctionner à la fin. Alors, la différence avec le concours et l'examen d'entrée, c'est que l'examen d'entrée, si vous réussissez votre examen, vous avez accès à l'étude en question, donc indépendamment du nombre de personnes qui le présentent. Par contre, le concours, il y a à la fois, vous devez réussir l'examen, mais en plus, vous devez être suffisamment bien classé. Et donc, si par exemple, il y a 200 places et que vous faites partie, si vous réussissez votre examen 201e, eh ben, vous n'arrivez pas en études de médecine. Docteur Minguet, c'est effectivement quand on se place de l'autre côté du spectre, là, c'est des études qui parfois peinent un petit peu à séduire parce que, vu tout ce que ça représente... Ça reste le plus beau métier du monde, donc la séduction est là. Et on vient encore de le voir. Et je pense qu'une société, c'est un des besoins fondamentaux de la société de l'avoir. Donc l'attraction est là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une régularisation, ça c'est clair, et très très tôt. Donc dès la première année, avant la première année, il y a un examen. Mais il n'est pas très très différent non plus de ce qu'il y avait avant. Quand on a commencé nos études de médecine, quand il n'y avait pas d'examen ni de concours, il y en avait 1 sur 3 et sur 4 qui réussissaient la première année. Et alors on trouvait ça dommage aussi de réussir Enfin, ceux qui réussissaient, c'était bien, mais ceux qui rataient restaient sur le carreau. Donc, le fait d'avoir mis un concours, en tout cas, ça clarifie la suite du parcours de l'étudiant, ce qui n'était pas nécessairement clarifié par après, parce que commencer sa vie sur un échec, c'est pas terrible. Évidemment, si on rate le concours, c'est une forme d'échec, mais en tout cas, d'avoir clairement mis des balises au début des études de médecine, juste avant les études de médecine, et
à l'entrée des spécialités, ça a été une clarification de savoir et de bien savoir ce qu'on veut faire. Parce que celui qui veut absolument faire la médecine, il se prépare très tôt, en réto. Donc voilà. Il y a effectivement, je vous voyais être pas tout à fait d'accord. C'est l'idée de... Ça n'a pas tant clarifié que ça, d'après vous? Et le problème, c'est que les examens d'entrée, c'est surtout un filtre social. Donc aujourd'hui, on sait très bien que les examens d'entrée, en fonction du niveau socio-économique dont vous faites partie, en fonction de si vos parents ont fait l'université ou pas, dans quelle école vous avez fait vos secondaires, bien sûr que ça va avoir un impact sur votre réussite. Ça, c'est une évidence. Et donc aujourd'hui, il y a un filtre social au niveau des études de médecine. Et donc, si vous venez d'une famille plus précaire, si vous avez un niveau socio-économique qui est plus bas, si votre capital culturel aussi l'est, eh ben, vous allez avoir plus de difficultés de réussir vos études. Ça ne veut pas dire que vous serez un mauvais médecin, ça ne veut pas dire que dans l'absolu, vous ne pouvez pas le faire, ça veut simplement dire qu'en fait, avant même que vous ayez posé un mot sur votre feuille d'examen, il y a déjà une discrimination qui est faite. Et il y a déjà des bâtons qui sont mis dans les roues. Adrien Pironnet, quand on entend là, au fin de semaine dernière, que le dossier des numéros UNAMI revient sur la table du gouvernement, que finalement c'est reporté parce qu'il n'y a pas d'accord au sein du Conseil des ministres, mais ce qui semble poser problème, c'est toujours cette répartition des numéros entre le Nord et le Sud. Et la Flandre qui a un peu tendance à dire, on a l'impression que, vu le nombre d'étudiants qui sortent par rapport au nombre de places disponibles, peut-être que votre examen d'entrée, il n'est pas assez compliqué. Écoutez, pour un examen d'entrée en soi, je trouve ça beaucoup moins dérangeant qu'un examen de sortie, étant donné que l'examen d'entrée a pour but, enfin du moins pour moi, de vérifier les compétences avant de rentrer. Évidemment, la biologie, la chimie, la physique, c'est quand même essentiel. Je pense que nos deux médecins ne diront pas le contraire pour étudier le corps humain. Et c'est surtout pour éviter qu'il n'y ait des déceptions, que l'étudiant ne double, ne triple, voire abandonne, ça peut arriver. Parce que, faut pas oublier que les études, ça a un coût. Et moi, au contraire, je pense plutôt que ce filtre, si on peut l'appeler ainsi, on peut le dire vulgairement, ça a plutôt un but social que discriminatoire, alors qu'un examen à la sortie, franchement, c'est tout à fait impensable. Comment est-ce qu'on pourrait regarder un étudiant droit dans les yeux et lui dire, ben voilà, tu as réussi toutes tes années, et puis maintenant, il faut encore que tu puisses montrer tes compétences pour pouvoir exercer le métier de tes rêves, le métier de tes choix. Alors que ça, c'est tout à fait impensable. Et en plus, il y a des situations aussi très dramatiques. On a des étudiants qui vont jusqu'au suicide pour ce genre de situation parce qu'ils ne peuvent pas accéder à leur spécialisation. Alors si on veut encore rajouter, au-delà de l'examen pour rentrer dans la spécialisation, un examen à la sortie, c'est tout à fait impensable. Il y a cette pression qui est faite, qui est mise, Cédric Hermans, sur les étudiants, que ce soit au niveau des spécialisations, à la fin du tronc commun, en tout cas. On ressent cette pression qui est mise sur les étudiants. Non, il est clair qu'il faut les former, tous ces futurs médecins. C'est pas... Enfin, vous savez que la semaine dernière, il y a eu un mouvement quand même, ou la semaine avant encore, de contestation au sein des internes ou des assistants, comme on les appelle. Donc ce n'est pas si facile d'organiser la formation de tous ces futurs spécialistes, que ce soit en médecine générale, que ce soit en milieu hospitalier. Ça nécessite toute une infrastructure. Et les décisions qu'on prend aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ces médecins vont être formés en 3 ans pour la médecine générale, en 6 ans pour d'autres spécialités. Tout ça prend du temps. Moi, je voulais aussi rebondir sur le fait que le but, quand même, c'est d'offrir à la population des soins de qualité dans tous les domaines et géographiquement homogènes. Ça, c'est quand même la grosse difficulté actuellement. Ça veut dire que si vous vivez à Verviers, à Tournai, à Arlon, vous voulez aller voir un dermatologue, un ophtalmologue, un pédopsychiatre, que vous ayez accès à ce type de spécialiste sans des longues listes d'attente. Et il faut se dire que ça, on doit y parvenir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça, c'est la fameuse équation à résoudre. Et de même, en médecine générale, on est obligé d'avoir un certain nombre de médecins généralistes qui sont là et qui sont heureux dans leur boulot, qui sont épanouis. Et ça concerne aussi les autres spécialités. Donc ça, c'est quand même une énorme équation à résoudre et ce n'est pas facile. Et il y a certaines spécialités pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué de trouver des médecins ?
Alors c'est évident, il y a des disciplines qui sont beaucoup plus attractives que d'autres. Donc clairement, il y a des espèces de quasi-déserts médicaux dans notre pays qu'il faut absolument combler. Donc il faut aussi travailler là-dessus et résoudre ces problèmes-là. C'est pas facile. Et ça, on doit le faire aujourd'hui pour que le problème ne perdure pas. Oui, et parce qu'il y a cet effet d'entraînement qui est dur à la durée des études, qu'il faut vraiment agir maintenant pour avoir un impact d'ici ces 5 à 6 ans. Cassian Minguet, s'il y a un problème avec certaines spécialisations, il y a aussi des manques de généralistes. Là, on est plus sur une répartition géographique qui coince. Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir qu'au deuxième examen d'entrée, je vais dire, parce qu'il n'y a pas un examen d'entrée et de sortie, un examen d'entrée en médecine, un examen d'entrée en spécialité, on a un sous-quota de 43% de généralistes. La société a pensé, je trouve que c'est une bonne chose, de dire qu'il faut protéger la première ligne. Et donc, on a 43% de généralistes, ce qui est bien maintenant. La difficulté, c'est de pouvoir, comme disait Cédric Herman, c'est de pouvoir les dispatcher un peu partout dans toute la Wallonie. C'est ça qui est compliqué. Et ce qui fait qu'il peut y avoir, on a l'impression qu'il y a une pénurie générale, mais il y a principalement des poches de pénurie qui sont localisées. Alors, c'est un problème qui dépasse la médecine. On a étudié ce problème dans d'autres pays, le Canada, la France, etc. On a essayé des incitants, etc. Mais vous savez, maintenant, un médecin généraliste, si c'est un homme, il a une épouse, ou vice-versa, une épouse, un homme. Il faut aussi savoir que ce partenaire doit trouver un travail aussi dans la région. Et d'un autre côté, les enfants aussi, ils s'élèvent, etc. Donc, je veux dire que ça ne reste pas simplement au niveau médico-médical. C'est un problème de société. Comment la société veut-elle attirer un généraliste dans son village, par exemple? Ça, c'est une question générale dont on peut parler avec les étudiants. Alors jusqu'à maintenant, ça s'est bien fait parce que on avait donc ça se dispersait un peu partout, voilà. Il y a quelques années, le KCE a fait une étude pour résoudre ça, et une des choses qu'on fait maintenant dans les facultés de médecine, c'est faire des stages précoces en région, donc de médecine générale, pour montrer l'attractivité de la ruralité aussi, ou de la semi-ruralité. Et je pense qu'avec l'épidémie de Covid, on va revoir une attractivité là-bas. Donc, qu'est-ce que la société veut comme généraliste et comme spécialiste dans une région? Je pense qu'on a aussi la responsabilité de se dire que partout, comme disait Cédric, on doit trouver un généraliste pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on faire? Et donc, le numerus clausus ne peut se discuter qu'aussi en le mettant en même temps dans la discussion que l'attractivité. Donc, repérer qu'est-ce qui est pénible, qu'est-ce qui est attractif. Et c'est en discutant toutes ces choses-là qu'on va résoudre ce problème. En réussissant à faire une balance, il faut réussir à attirer des médecins, par exemple, dans certaines régions du pays. Il faut aussi réussir à les attirer dans les auditoires. En termes, si on oublie un petit peu ce qu'on vient de dire, en tout cas si on le met de côté, ce qu'on vient de dire au début, ça reste des études attractives, les études de médecine. Bah oui, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent faire médecine, il y a plein de gens qui veulent se dire, voilà, je vais entamer des études pour pouvoir aider des gens, pour pouvoir aussi améliorer la société. C'est quand même fondamental d'avoir des médecins, d'avoir un système de soins de santé de qualité, accessible à tous. Moi, je pense que c'est un métier qui est extrêmement attractif. Par contre, le problème aussi, c'est comment est-ce qu'on planifie et comment est-ce qu'on régule nos soins de santé en Belgique. Et donc, en fait, en 1996, il y a eu toute cette logique de dire, en fait, il faut absolument maintenir l'offre médicale pour éviter que ça coûte trop cher à la sécurité sociale. Et donc, c'est comme ça aussi que les questions du numerus clausus, les questions de commission de planification, des examens d'entrée, des concours à tout va en Fédération Wallonie-Bruxelles a commencé. Parce que la première logique, c'est de dire, voilà, il faut pas trop que ça coûte cher. Et donc, évidemment que ça pose énormément de questions sur c'est quoi l'avenir de nos soins de santé, qu'est-ce qu'on veut pour nos soins de santé, c'est quoi leur qualité, comment est-ce qu'on s'assure que chacun peut avoir accès à un médecin généraliste, comment on peut s'assurer que chacun ait accès aux spécialistes dont il a besoin au moment où il en a besoin pour pouvoir être pris en charge à temps. Et donc,
Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont du mal à aller chez le médecin. C'est une des premières, quand on est dans une famille précaire, c'est une des premières choses qui sautent dans le budget. Donc aujourd'hui, parce qu'on se retrouve face à une question de pénurie, de précarisation de la société, etc., l'accessibilité de nos soins de santé, elle en est diminuée. Et la réponse de notre gouvernement après des mois et des mois d'épidémie où on a senti quand même que tout était sous pression, c'est de dire, ah ben voilà, peut-être qu'on va mettre un concours en fin de cursus. C'est complètement aberrant. Aujourd'hui, il faut repenser le système de planification. Il y a plusieurs moyens de le faire. On peut aussi faire une planification à l'installation, qui est encore différent que la planification actuelle. Et donc aujourd'hui, c'est ce débat-là qu'il faut ouvrir. C'est comment on planifie nos soins de santé et comment est-ce qu'on garantit que chacun peut avoir accès à un médecin. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aussi en deuxième partie. Juste avant ça, Adrien, même genre de question, ça reste des études attractives. S'il faut les rendre plus attractives, on fait comment ? Oui, je pense que, comme Shams l'a dit, ce sont des études qui restent attractives malgré tout. Si on peut sortir un effet positif de la crise sanitaire qu'on vit actuellement, c'est d'avoir pu mettre en lumière le fait que la santé, c'est un pilier de la société et justement, il y a la santé dans la profession, mais aussi la santé dans la formation des futurs soignants. Et on parlait d'attractivité juste avant, mais je pense, dans les exemples qu'on peut donner, j'ai pu parler avec le professeur Jacques Brocci, qui, je pense qu'on ne doit plus le présenter, hein, c'est quand même une autorité dans le domaine. Et la question des primes pour les soignants n'est pas... je veux dire, c'est qu'un sparadrap, ça ne guérit pas vraiment le problème. Pour retrouver l'attractivité, il n'y a pas de secret, il faut améliorer les conditions de travail. Hein, et ça n'est pas simplement pour les médecins, ça n'est pas pour les dentistes non plus, c'est pour toutes les personnes qui sont du monde de la santé. Et on peut aussi encourager les jeunes médecins à venir s'installer dans les communes rurales, les communes où il y a pénurie. Par exemple, il y a le cas de la commune de Rochefort, à l'époque de François Belot, qui a mis à disposition des médecins, un cabinet médical. Alors à la place d'avoir un médecin qui vient s'installer dans la commune, vous en avez 4 qui viennent s'installer. Et alors, quand on est 4 dans le même cabinet, ça permet de diviser les coûts, mais aussi de diviser le temps de travail et donc d'avoir cet équilibre, un meilleur équilibre en tout cas entre la vie professionnelle et la vie privée. Et la vie privée, on va voir. On le disait aussi dans cette deuxième partie. En fait, si se posait la question du nombre de médecins diplômés, y en a-t-il trop? Surtout, sont-ils bien répartis? Comment est-ce qu'on fait pour planifier, pour comprendre, pour prévoir de quoi, de combien et de qui on aura besoin pour assurer des soins de santé efficaces dans les années à venir? On voit ça dans la deuxième partie, juste après une toute petite pause. La deuxième partie du Pour Info qui revient sur l'accès à la profession de médecin en Belgique. On revient évidemment sur les questions de planification, de numéros INAMI et d'avenir au final pour les médecins. Cédric Hermanson le disait, vous avez fait partie de cette commission de planification. Ça marche comment, très concrètement? Vous le disiez tout à l'heure, c'est compliqué. Comment on fait? On fait une grande cartographie de la société, on voit le nombre de médecins et puis on divise population par nombre de médecins? Non, on essaye d'abord Enfin oui... Il y a beaucoup de données qui sont disponibles en 2021, donc on sait plus ou moins qui fait quoi, où. Donc le but, c'est de collecter toutes ces données, de les agréger, de les analyser et de voir, oui, dans telle et telle catégorie de médecins, il y en a autant qui travaillent, il y a autant de femmes qui travaillent. Ces médecins exercent à temps plein ou à temps partiel, à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, et de voir un petit peu... quelle est l'offre médicale actuelle et essayer de l'anticiper, parce que n'oublions pas, il y a quand même des choses qui évoluent. La pandémie aura, ça c'est évident, un impact sur tout ça. Également, je crois pas. Enfin, la société évolue. Peut-être qu'on essaye d'avoir un plus grand fossé entre la vie professionnelle et la vie privée. Des médecins qui font 100 heures, 80 heures par semaine, je crois que ça ne sera plus le cas. Donc, et le mouvement de contestation récent des internes, des assistants en témoigne. Et également la féminisation, qui est une réalité et qui a un impact sur tout ça. Donc il y a beaucoup de femmes médecins qui ne travaillent pas à temps plein. Donc tout ça a un impact. Et ça, c'est un peu difficile d'évaluer comment ça évolue. Alors il y a encore une autre variable, c'est que notre pays est quand même très attractif. Surtout la partie francophone du pays, la langue aidant, nos universités qui sont reconnues sont très attractives. On attire aussi de nombreux étudiants étrangers, mais également des médecins étrangers. Et donc il faut en tenir compte de tout ça. Parce que ce serait malheureux de priver nos propres étudiants de l'accès aux études si on a une espèce d'invasion, d'inondation par des médecins étrangers. Bon, il y a la libre circulation des personnes et tout ça. Donc c'est pas du tout facile. Mais il y a un énorme travail qui est fait, travail colossal. Et après, dans chaque spécialité,
Là, il faut voir combien on aura besoin de cardiologues, de pneumologues, en sachant que la médecine elle-même évolue. Les technologies font que certaines spécialités vont peut-être avoir besoin de moins de ressources humaines, d'autres en auront davantage. On voit bien peut-être que la psychiatrie, avec tout ce qui s'est passé au niveau du Covid, il y aura une augmentation. Donc tout ça évolue. Donc c'est pas facile à... Donc c'est vraiment... Si je peux me permettre, c'est quand même bien d'avoir ce genre d'outils en place. Dans des pays comme la France, c'est quand même relativement rigide. Vous avez un concours national. Et puis après, c'est à ce moment-là que vous allez décider, enfin c'est le concours qui va décider pour vous si vous allez devenir anesthésiste ou ophtalmologue, c'est quand même pas la même chose. En Belgique, même s'il y a des faiblesses dans le système, quand même tout au long de votre formation, vous pouvez en quelque sorte vous façonner, vous préparer à ce à quoi vous étiez peut-être prédestiné ou une discipline qui vous attirait. Ça, c'est quand même pas mal dans le système. Parce que, Gatien Minguet, évidemment, j'ai l'impression d'enfoncer une porte qui est grande ouverte, mais chaque spécialité représente un métier différent, et donc c'est pas parce qu'on s'est lancé dans la médecine au final qu'on est ravi de finir anesthésiste ou qu'on est ravi de finir cardiologue ou généraliste. En Belgique, c'est plus facile qu'en France. Peut-être qu'on peut dire comment ça se passe en France parce que c'est une autre société, donc il y a un examen classant national, donc tout le monde passe l'examen au même moment. Il y a un premier, un deuxième, un troisième, et on demande au premier de prendre la place qu'il veut. Moi, je veux être ophtalmologue à Bordeaux, par exemple. Puis le deuxième, je veux être généraliste dans la Creuse. Ça, c'est rare, mais bon, ça pourrait Ça arrive. Voilà. Ici, en Belgique, c'est différent. C'est pas mal, la Belgique, parce que la plupart du temps, quand même, quelqu'un qui veut absolument faire ce qu'il veut et qui est bon, qui se donne à fond, souvent, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, la médecine générale, elle est ouverte quasi à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de numerus clausus de sous-quota, enfin de numerus clausus en médecine générale. Dès lors qu'on a un numéro d'INAMI, on peut faire la médecine générale. Il y a un concours d'entrée, de fait, et nous, on essaye, en fait, au niveau du concours d'entrée, d'essayer de voir si le médecin a les qualités, les capacités pour être heureux dans son métier, pour bien le réaliser. C'est un moment qu'on trouve important pour dire « Ok, vas-y, c'est ton job. » Et comment on fait pour déterminer ça ? Ça, c'est passionnant, justement. Ça fait partie de notre job. Donc, on a de manière internationale défini ce qu'était la qualité, la bonne qualité d'un médecin généraliste. Et par exemple, on a découvert que c'était une forme d'adaptabilité mentale, une flexibilité. Ce sont des gens qui doivent être très souples, etc. Alors, on a des interviews dans le concours où on peut mesurer la capacité de flexibilité mentale, de l'ouverture d'esprit de quelqu'un. Parce que on est en première ligne, donc on demande d'être très, très adaptatif. Et c'est ça qui fait la beauté du métier, la variété. Là, tout à l'heure, je vais aller faire des consultations, je ne sais pas du tout si je vais tomber sur quelqu'un qui s'est ouvert une arcade, ou quelqu'un qui vient parce qu'il est en burn-out, ou quelqu'un qui est victime de violences familiales. Donc, cette adaptabilité est quelque chose de passionnant, et on sait très bien le mesurer. Donc voilà, on le fait ça dans les concours, et je pense que chaque concours aussi essaye de trouver la qualité fondamentale de chaque personne pour être dans la bonne case. C'est ça le but, en fait. Et pour réussir, c'est ça, à placer les gens dans la case qui leur correspond le plus. Il y a encore, Shems, des situations où on peut arriver en fin de parcours et puis au final, on n'a pas de numéro INAMI. C'est quoi dans ce cas-là ? Ça, c'est vraiment le débat, et c'est ce qui risque en fait de réarriver dans les prochaines années, puisqu'en fait, lorsqu'on regarde les rapports annuels de la commission de planification, il y a des tableaux dans ce rapport qui montrent en fait le nombre de diplômés et le nombre de quotas disponibles. Et en fait, on voit systématiquement que depuis quelques années, le nombre de diplômés est plus élevé que le nombre de places disponibles et de numéros disponibles. Et donc, effectivement, rapidement, on va de nouveau se retrouver avec la même question qu'il y a eu il y a quelques années de qu'est-ce qui se passe avec les étudiants qui n'ont pas leur numéro INAMI, puisqu'actuellement, ce numéro permet aux patients de pouvoir notamment se faire rembourser par la sécurité sociale. Et donc, ce qui est quand même hallucinant avec ce dossier médecine, c'est que, en fait, on se retrouve tout le temps dans la même chose, et c'est tout le temps le même cycle où en fait on a des quotas, et puis on essaye de mettre des filtres plus ou moins
cohérent, puis la justice casse ses filtres, et puis on en remet d'autres, et puis en fait on se rend compte que ça fonctionne pas, et puis on communautarise le débat, et à la fin on va se retrouver avec une sécurité sociale et des soins de santé qui vont être régionalisés, et où en fait la population va en pâtir, et ça va en pâtir sur la qualité des soins de santé. Et donc c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, il est d'arrêter un peu les guerres communautaires, parce que dans les articles qu'on lisait quand il y avait la question du concours, c'était directement les Flamands vs les francophones, les Flamands ont réussi à mettre en place une sélection correcte, bien stable. Oui, il y avait vraiment une différence entre les concours des deux côtés, enfin entre les examens des deux côtés, en disant le nôtre, vu qu'il y en a plus qui le ratent, a priori il est de meilleure qualité. Et en fait, ça ne sert qu'à opposer les communautés, ça ne sert qu'à servir les intérêts des personnes qui veulent scinder la sécurité sociale, ce qui est à notre sens pas une bonne chose. Et c'est pour ça que nous répète, la priorité, elle n'est pas tellement de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les examens d'entrée, qu'est-ce qu'on fait avec les concours, alors même qu'on sait qu'il y a une pénurie, qu'elle est existante. Donc aujourd'hui, en fait, on met des concours, on bloque les étudiants qui ont envie de faire des études de médecine, qui ont envie de s'engager là-dedans, alors même qu'il y a une pénurie. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut faire, c'est revoir la planification en Belgique, c'est de revoir ce qu'on veut faire avec, de comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait des soins de santé accessibles partout. Et ça passe par une série de choses. Ça passe par la revalorisation des études, des conditions de travail, notamment aussi la valorisation de ce que c'est être un médecin généraliste, parce que si on rentre en études de médecine avec cette idée de que voilà, je veux faire cardiologue, je veux faire neurochirurgien, enfin des choses un peu brillantes, mais donc il faut aussi pouvoir revaloriser la médecine générale, il faut pouvoir renforcer la première ligne, elle est essentielle d'avoir des premières lignes de médecins généralistes qui sont forts, et d'avoir, nous on prône une planification à l'installation, et donc pour nous c'est ces choses-là qu'il faut en priorité vérifier, mais le débat il n'est pas du tout... c'est pas du tout le moment d'avoir des débats autour de l'examen d'entrée ou du concours. Ce qu'il faut, c'est revoir tous nos soins de santé en Belgique. Adrien, on est effectivement dans un... Communautariser le débat, c'est mettre un gros écran de fumée pour ne pas regarder ce qui pose vraiment problème. Oui, c'est encore une façon de pouvoir nous opposer en prenant d'un sujet ou l'autre. Bon, c'est souvent à la mode en Belgique. Dès qu'on a un sujet un peu touchy, il devient vite... on est souvent dans l'opposition entre le Nord et le Sud. Bon, voilà... Je pense qu'ici, c'est vrai que c'est un écran de fumée derrière lequel on doit passer. Il y a quand même une situation qui est bien là, des étudiants, mais aussi des professionnels, des futurs professionnels aussi, dans la situation. Donc je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Et dans les pistes qu'on pourrait proposer également, je pense que la moindre des choses, c'est quand même, comme disait mon voisin de table, M. Hermans, objectiver les besoins, mais j'ai l'impression que les objectiver actuellement, ça demeure encore dans l'impossible, mais les objectiver selon la vraie demande, parce qu'on a, par exemple pour les généralistes, on a plus de la moitié des communes wallonnes qui sont en pénurie. Dans les spécialités, il y a par exemple la psychiatrie, on en parlait, la psychiatrie ici, on risque sûrement un grand boom, étant donné la situation. Il y a aussi la gériatrie. La gériatrie, il me semble qu'ici, vu les conditions de vie, on vit de plus en plus vieux, mais aussi on quitte la maison dans des états beaucoup plus graves, des pathologies beaucoup plus lourdes. Je pense que les soins et l'accès aux soins, le nombre de soignants, c'est quelque chose de fondamental. Et alors, il faut absolument faire quelque chose à ce niveau-là. Cédric Hermans, si on parlait tout à l'heure de la question des médecins étrangers, qui ont fait des études à l'étranger en tout cas, comment ça se passe? Parce qu'il y a eu quand même quelques modifications, un projet de loi porté par Catherine Fonck en 2019, où il y a un contingentement, c'est pas juste on arrive avec un diplôme d'une université étrangère et on a un numéro INAMI directement, c'est pas aussi simple que ça. Oui, ça a été rendu un petit peu plus strict, ce qui est normal, ce qui s'opère dans plusieurs pays, parce que sinon... Ça brouille toutes les cartes en quelque sorte, parce que moi ça me rend malheureux. On a des rhétoriciens qui ont envie de devenir médecins et finalement ils ne pourraient pas le faire parce qu'il y a un afflux de médecins étrangers, ça c'est clair. Donc oui, on a rendu le système un peu plus strict et je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, ce n'est pas toujours si facile. Il ne faut pas non plus oublier que nous-mêmes, nous exportons aussi des médecins. Il y a des médecins qui ont été formés en Belgique et qui après partent à l'étranger, ça c'est clair. Mais pour rebondir sur ce qu'on a dit aussi, ce n'est pas facile non plus de maintenir un équilibre. Il ne faut pas avoir un déficit de médecins parce qu'un déficit c'est très mauvais et il ne faut pas avoir un excès non plus. Donc c'est quand même
un subtil équilibre. Maintenant, ce que vous disiez, parce qu'on parle toujours de numéro INAMI, moi je considère plutôt que c'est un problème d'attestation de sélection. En fait, vous savez, il y a ce fameux examen d'entrée au début qui va limiter un peu le nombre d'étudiants. Et puis, au bout de tout ça, quand vous avez fait vos études de médecine, il y a ce qu'on appelle là, ce sont des véritables concours, parce que là, c'est très limité. On sait bien, là actuellement, les concours se font à l'UC Louvain, on a plus ou moins 200 places dans les spécialités, et ces places sont déterminées par le nombre de maîtres de stage dans tous les hôpitaux qui travaillent avec nous, qui sont prêts à les former. Et en fin de tout ça... C'est ça, si le nombre de places est limité, je vous coupe juste un instant, si le nombre de places est limité, c'est pour assurer une formation de qualité aussi. Oui, donc ça, on l'oublie. Donc, pour former des généralistes, il faut des maîtres de stage en médecine générale, et la médecine générale a fait un formidable effort. Je vous rappelle qu'on sort de cette fameuse double corps, donc on a fait passer les études de médecine de 7 en 6 ans. Donc, il y a eu une formidable mobilisation de la médecine générale. Donc, il y a plein de généralistes qui sont devenus maîtres de stage. C'est un réel investissement. Et de même, pour former les spécialistes hors médecine générale, il faut aussi, il faut quoi ? Il faut des maîtres de stage, des gens qui ont vraiment cette vocation que d'épauler des jeunes pendant toute leur formation. Il faut des hôpitaux, il faut des moyens financiers. Parce qu'un assistant, il faut le payer pendant 5 à 6 ans. Et puis aussi, il y a parfois, et ça c'est d'après moi au titre de vice-doyen, il y a parfois un décalage entre les places de formation et les réels besoins du pays. Donc par exemple, aujourd'hui, on va faire des concours avec, dans des disciplines telles que l'ophtalmologie, quelques places, parce qu'on a quelques maîtres de stage dans quelques hôpitaux qui que c'est une discipline qui demande... Donc voilà, et ça, comment on va le résoudre ? Ça, c'est beaucoup plus compliqué, comment est-ce qu'on va aller combler ces vides dans des disciplines où il y a, par exemple, peu d'offres de formation. Ça, c'est la grosse difficulté actuellement. Par exemple, dans des disciplines comme la cardiologie, la pneumologie, on a un peu moins de difficultés, quoique il y en a tellement qui ont récemment voulu faire la cardio, qu'on a là quand même un entonnoir avec une limitation du nombre de maîtres de stage. Et je crois que la crise qu'on vient de traverser avec nos assistants, nos internes, témoigne un peu de cette difficulté. Et là, il faut y travailler. Il faut faire en sorte que ceux qu'on forme, et là, notre réseau de formation permet au décours de la spécialité, donc de former les gens qui répondent aux réels besoins du pays et géographiquement. Géographiquement. Ça, il y a des zones qu'il faut rendre plus attractives. Et là, c'est là que le travail se complique aussi. Cassian Minguet, quand James l'évoquait, dans le fond, quand on se rend compte, d'autant plus avec ce que la crise a pu mettre en lumière, etc., d'importance d'un service de soins de qualité, pourquoi est-ce qu'on limite l'accès à la profession ? On le disait, vous êtes d'accord avec cette théorie ? Plus de médecins il y a, plus de dépenses de sécurité sociale il y a, et donc plus le trou va se gréver en Belgique. Oui, il y a plusieurs choses. Donc, moi, je suis sorti au moment où il n'y avait pas de numerus clausus. Donc, on peut se reporter à cette époque-là. Et c'était la jungle. C'était la jungle aussi, c'est-à-dire que là, il y avait un filtre social. Qu'est-ce qui pouvait s'installer ? C'était celui dont papa était médecin, etc. Et des jeunes médecins n'avaient pas de travail pour commencer. Et ne pas avoir de travail, vous allez essayer d'en trouver, vous allez essayer d'en faire. Et donc, on peut aussi, quand on n'a pas assez de travail, devenir dangereux. Parce qu'il faut un certain travail pour être bon. C'est une mécanique qui doit tourner tous les jours. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vrai que plus on a de médecins, plus ils vont faire des actes, et plus ça va coûter. Voilà. Et donc, le tout, c'est de trouver un bon équilibre entre les deux. Et une des façons de trouver un bon équilibre entre les deux, à mon avis, est de repenser plus profondément pourquoi la médecine technique est si valorisée. Pourquoi tous les médecins veulent faire la médecine technique et pourquoi l'acte intellectuel, c'est-à-dire la relation simple entre un médecin et son patient, entre un psychiatre et son patient, etc., pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à avoir des gens qui vont là, surtout dans des régions plus défavorisées d'un point de vue transport, d'un point de vue culturel, etc. Et donc, en fait, c'est de ça dont il faut parler et se dire est-ce que ce n'est pas important quand on se lève le matin, qu'on n'est pas bien, de pouvoir trouver un médecin sans nécessairement prendre un rendez-vous, en allant simplement discuter avec lui, en disant qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que j'ai, etc. Parce que si on va dans une médecine de plus en plus technique, où on lâche de plus en plus d'argent, mais qui va dans une spécialité technique,
les gens vont courir, ils ont mal à la tête, ils vont courir à l'hôpital pour avoir un scanner. Or, on sait que c'est dangereux, on sait que c'est pas de la bonne médecine. Donc, nous, on plaide pour un équilibre dans lequel le numerus clausus est une partie du problème. Il ne faut pas isoler un seul facteur, mais le prendre à bras-le-corps. Et j'ai vu que le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient donc de faire passer la résolution de créer une commission de planification des spécialités, donc les sous-quotas, puisqu'on a dit que les sous-quotas sont du ressort des communautés. Et on attend beaucoup de la constitution de ces groupes de travail, en se disant qu'il faut retourner vers une médecine, la médecine générale qui est une médecine de proximité, c'est une médecine de bon sens aussi. Hein, où on prend les choses au début, et quel est le problème. Et on guide les gens, on les dirige vers là où c'est bon pour eux d'y être. Et si on fait ça, on va réussir quelque chose. Et c'est l'occasion. Voilà. C'est là, à ce moment-là, qu'on pourra aussi revenir. On revient sur la fin de ce débat, juste après une toute petite pause, et notamment ces avancées en termes au niveau des communautés qui souhaitent leur propre commission de planification. Une petite pause, on revient juste après. La troisième et dernière partie d'Un pour Info qui se demande quelle démarche pour devenir médecin en Belgique. Je vous voyais acquiescer, Shems, à ce que disait Cassian Minguet juste avant la pause. C'est cette idée d'avoir plus de commissions de planification, peut-être qui travaillent aussi un peu autrement, et notamment au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Flandre. C'est ce qui permet d'avancer et ce qui permettra d'avoir une encore meilleure photographie des besoins. Alors j'acquiesçais au fait qu'effectivement, il y a un projet qui est sur la table et qui va être discuté sur la création de commissions de planification au niveau de la communauté française. Alors ils n'ont pas le choix de la créer, puisque la 6e réforme de l'État a fait que les sous-quotas et donc la question des spécialités devenaient une compétence des communautés. Alors par contre, on ne voit pas d'un bon œil, nous, puisqu'en fait, c'est à nouveau créer une sorte de communautarisation du débat. Et en fait, on est en plein dedans. À partir du moment où on commence à créer des commissions de planification d'un côté et de l'autre de la frontière linguistique, en fait, on remet ça sur la table. Et donc, en fait, dans quelques années, le débat, il ne sera pas juste sur les sous-quotas, il sera simplement sur les quotas. Et puis après, dans quelques années, on va régionaliser l'entièreté des soins de santé, etc., etc. Et ça va avoir un impact hyper néfaste sur nos soins de santé. Aujourd'hui, il faut que la politique, elle reste fédérale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une approche géographique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder au niveau des régions où est-ce que la pénurie n'est pas la plus grande. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir un raisonnement sur dire, voilà, il faut un moment qu'il y ait une planification à l'installation, donc c'est-à-dire que des médecins soient envoyés dans certaines régions pour pouvoir maintenir une offre médicale qui soit suffisante. Et donc, on doit pouvoir le faire, mais ça peut se faire. On ne peut pas les forcer, mais en tout cas, ça peut se faire au niveau du fédéral et ce n'est pas obligé de se faire au niveau des communautés. Et ça va même jusqu'à être un danger pour nous. Cédric Hermans, je voulais aussi revenir sur ce qu'on disait il y a un instant avec Cassian Minguet, sur les raisons de la limitation de l'accès à la profession, où on se disait, s'il y a plus de médecins, ils vont faire plus d'actes et donc au final, ça coûte plus cher. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a plus de médecins que les gens seront plus malades, si. Mais c'est vrai que tout médecin a une grande liberté, Par comparaison, vous venez d'être diplômé ingénieur civil, vous n'allez pas construire un viaduc sur le 411, ça ne va pas se concrétiser. Je ne le souhaite à personne. Non, mais vous êtes médecin, vous créez votre cabinet et vous êtes sûr que les patients vont venir. Et on sait que, on peut aussi créer le besoin. Vous savez, chaque médecin travaille un peu comme il le souhaite et il peut faire revenir ses patients plus souvent, multiplier les examens ou avoir une médecine qui est beaucoup plus basée sur le dialogue, la discussion et se dire que les examens, je ne vais pas les faire maintenant. C'est en dernier lieu et je vais vraiment valoriser mes compétences humaines de médecin et je vais faire un diagnostic purement clinique et les examens viennent après. Donc si on est dans cette logique-là, un médecin ne coûte pas très cher parce qu'il faut reconnaître, et ça c'est quand même la tristesse du système, c'est que l'acte intellectuel en médecine en Belgique est quand même pas aussi bien remboursé que ne le sont les examens complémentaires. Donc si on prône, et Cassian le disait, il a tout à fait raison, si on prône cette médecine proche, faite d'humanité, d'empathie, on passe beaucoup de temps à discuter avec les patients, qui est extrêmement riche et valorisante, ça coûte pas cher. Ce qui coûte, c'est quand on commence
à multiplier les examens, les scanners, les résonances, les prises de sang qu'on fait à gauche, à droite. On peut peut-être aussi rationaliser tout ça avec toute la digitalisation. On sait si un patient a eu une prise de sang avant. Donc je crois qu'il faut aller dans ce sens-là, ça c'est clair. Donc il y a encore des possibilités. Adrien, avec ce que la crise sanitaire a pu mettre en lumière comme faille du système de santé aujourd'hui, c'est quoi le message que vous voudriez faire passer? Il reste plus ou moins 3 minutes d'émission. Si on essaye de ne pas communautariser, on fait quoi? Ici, je pense pas que... Les solutions sont quand même assez difficiles. Ici, on parlait de toute la question de trouver le juste équilibre entre les deux. J'entends que c'est quelque chose de compliqué. Objectiver les besoins, c'est très compliqué étant donné la situation. D'un autre côté, j'ai pas l'impression que la question de la planification soit vraiment, disons, la panacée dans la situation. J'ai plus l'impression, parce que forcer les médecins, c'est compliqué, surtout forcer quelqu'un, par exemple, qui viendrait de Bruxelles à s'installer dans la province du Luxembourg. J'y crois pas forcément, mais je pense surtout à des initiatives de bon sens, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, pas la prime, parce que en soi, l'argent, ça ne guérit pas. Y a pas de... C'est pas la meilleure solution, mais c'est plutôt des incitants, vraiment revaloriser la profession et encourager les jeunes médecins, comme cette initiative dont je vous parlais tout à l'heure, de les amener dans des cabinets et justement de leur montrer les bénéfices que ça donne. Au lieu de travailler, de faire les 100 heures par semaine, que là, on ait un temps réduit et qu'ils puissent avoir une meilleure vie familiale et aussi une meilleure vie professionnelle, parce que moins fatigués par le travail. James, on est dans ce genre d'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, une revalorisation des conditions de travail et un changement dans la façon de s'organiser, en fait. Oui, après, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important à souligner. Donc, le Centre d'expertise fédérale, donc la KCE, n'a jamais montré et dit en fait qu'il n'y a pas de preuve entre le fait qu'il y ait plus de médecins et l'augmentation des coûts. Et donc ici, il y avait un peu ce discours aussi autour du plateau, mais il faut quand même savoir que le Centre d'expertise fédérale rejette en fait cette analyse, puisqu'il dit lui-même qu'il n'y a pas de preuve là-dessus. On ne peut pas le dire. Et donc, ça permet aussi de pouvoir dédramatiser aussi cette question sur on ne peut pas dire sur le le contraire coût. non plus, c'est toujours le problème de ce genre. En tout cas, il n'y a pas de preuve. Et donc, c'est quand même important à pouvoir rappeler, à pouvoir souligner. Et donc, sur la question de quelle solution finalement pour la médecine, je pense que la première chose, c'est d'arrêter d'être dans des logiques d'austérité constante budgétaire autour des soins de santé, parce qu'en fait, une fois qu'on dépasse ce cadre-là, évidemment que le champ de possibilités, le champ des possibles s'ouvre de manière considérable. Donc, il faut sortir des logiques d'austérité budgétaire, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi pouvoir, comme on le disait, revaloriser la question de la médecine générale. Il faut pouvoir avoir le système par échelonnement, et donc c'est-à-dire avoir une première ligne qui est extrêmement forte, avec beaucoup de médecins généralistes qui peuvent vraiment prendre les patients à temps, qui les connaissent. Ce sont des médecins de quartier, donc dès qu'il y a un problème, on sait que si X ne vient pas assez régulièrement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas et donc on l'appelle, etc. Donc prendre très tôt les patients et la population, et évidemment revoir l'entièreté de la planification pour sortir de cette logique de OK, on régule et donc on garde un équilibre, mais bien le faire en fonction de OK, c'est quoi la demande au niveau des territoires, c'est quoi l'offre qui est disponible, comment est-ce que la population va évoluer, et donc combien finalement de patients, combien de médecins il faut par patient. Voilà, on aura essayé de mettre un petit peu de lumière sur cette question qui, on n'en doute pas, va continuer à tenir le haut de l'actualité. Cédric Hermans, James Mabrouk, Cassian Magui, Adrien Pironnet, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici quelques instants, comme toujours, sur LN24, c'est avec l'info que vous avez rendez-vous. À demain.